Sherlock Holmes est le garçon qui dessinait le meurtre. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Le visiteur dans le brouillard. Le brouillard de novembre 1891 planait sur Baker Street tel un voile étouffant, transformant cette artère familière en un lieu bien plus sinistre. De la fenêtre de notre salon, je distinguais à peine les réverbères qui vacillaient faiblement à travers le miasme gris-jaune, leur faible lumière absorbée par la morosité oppressante qui s'était installée sur Londres pendant la majeure partie de la semaine. C'était le genre de temps qui poussait les hommes à la mélancolie et les femmes à se réfugier dans leur salon. Mais pour mon unique compagnon, Sherlock Holmes, de telles conditions atmosphériques ne semblaient qu'aiguiser ses facultés déjà redoutables. J'essayais de lire le Times du matin, bien que la lumière de la lampe se soit avérée insuffisante pour une concentration soutenue, lorsque Holmes surgit soudain de sa position près de la cheminée avec cette énergie particulière qui précédait invariablement tout nouveau développement dans notre existence commune. Il était resté immobile près d'une heure, son profil aquilin se découpant sur les flammes dansantes, perdu dans ce que j'avais fini par reconnaître comme l'un de ses profonds états contemplatifs. « Watson », annonça-t-il, ses yeux gris soudain animés d'intérêt, « nous sommes sur le point de recevoir un visiteur d'une détresse considérable et de moyens modestes, bien que les circonstances suggèrent un mystère d'une complexité non négligeable. » Je posai mon journal et observai mon ami avec ce mélange de curiosité et d'acceptation résignée qui était devenu ma réaction habituelle face à de telles déclarations. « Vraiment ? Et sur quoi fondez-vous cette remarquable déduction ? » « C'est ce que j'ai entendu, mon cher, » répondit Holmes en se dirigeant rapidement vers la fenêtre et en appuyant son nez de faucon contre la vitre. « Un fiacre vient de s'arrêter devant notre porte, et, sauf erreur de ma part, notre visiteur a tourné autour du pâté de maison pendant un bon moment, cherchant le courage de gravir nos 17 marches. » Comme interpellé par ces paroles, le coup sec du heurtoir résonna dans la rue, suivi du pas mesuré de Madame Hudson dans l'escalier. Holmes s'était déjà installé dans son fauteuil préféré, adoptant cette attitude d'attention languissante qu'il réservait aux nouveaux clients, même si je percevais dans son corps une tension subtile qui trahissait son intérêt sincère. « Une femme, » murmura-t-il en inclinant légèrement la tête, « d'âge mûr, convenablement vêtue, mais soumise à une tension considérable. Elle se tient avec l'attitude d'une personne habituée à l'autorité, et pourtant elle hésite, curieuse. Ah, Madame Hudson s'approche avec notre invitée. La porte s'ouvrit pour laisser entrer notre logeuse, si patiente, dont l'expression de désapprobation à peine dissimulée m'était devenue aussi familière que le papier peint lui-même. Derrière elle se tenait une silhouette qui imposait immédiatement attention et sympathie. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une tenue de deuil de bonne facture, mais visiblement vieillie. Son visage, bien que ridé par un chagrin récent, conservait des traces de ce qui avait dû être une beauté considérable, et ses yeux sombres exprimaient ce mélange particulier de désespoir et de détermination que j'avais appris à associer à ceux qui recherchaient les services exceptionnels de Holmes. « Madame Margaret Fairfax veut vous voir, monsieur Holmes, » annonça Madame Hudson, son ton suggérant qu'elle s'était déjà fait une certaine opinion sur la situation de notre visiteur. Holmes se leva avec une grâce fluide, ses manières se transformant instantanément en celles du parfait gentleman. « Madame Fairfax, je vous en prie, prenez place près du feu. Watson, pourriez-vous avoir l'amabilité de sonner pour le thé ? Le brouillard a tendance à vous glacer jusqu'aux os. » Notre visiteuse se dirigea avec une précision méticuleuse vers la chaise indiquée, ses mouvements trahissant une anxiété à peine maîtrisée qui mit immédiatement mon instinct médical en alerte. Tandis qu'elle s'asseyait, j'observais les signes révélateurs d'un traumatisme émotionnel récent. Le léger tremblement de ses mains, les cernes sous ses yeux qui trahissaient ses nuits blanches, et, plus révélateur encore, la façon dont ses doigts s'inquiétaient de la soie noire de ses gants. « Monsieur Holmes, » commença-t-elle,
sa voix portant les tons cultivés de l'éducation malgré sa tension évidente. « Je viens à vous parce que Scotland Yard m'a complètement laissé tomber, et je crains que la justice elle-même ne soit hors de portée à moins que vous ne puissiez voir ce que les autres ne voient pas. » Holmes croisa les doigts sous son menton, ses yeux gris fixés sur notre visiteur, avec cette intensité pénétrante qui avait troublé criminels et clients tout au long de notre longue collaboration. « Veuillez continuer, Madame Fairfax. Je constate que vous avez récemment subi un deuil. Votre mari, j'oserais dire, il y a 2 semaines, et que les circonstances de sa mort ont été jugées suffisamment suspectes pour justifier une enquête policière, mais pas suffisamment pour aboutir à des poursuites. » Madame Fairfax sursauta, comme frappée, son sang-froid vacillant un instant avant de reprendre ses droits. « Comment avez-vous pu… Mais non, j'ai entendu parler de vos méthodes, monsieur Holmes. Oui, mon mari Edgar est mort il y a 12 jours, et bien que le verdict officiel ait été un accident mortel, je suis convaincu, absolument convaincu, qu'il a été assassiné. » « Et qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion ?» demanda Holmes, son ton ne trahissant en rien l'intérêt que je savais qu'il devait éprouver. « Le garçon, » répondit-elle simplement, même si les mots semblaient lui coûter un effort considérable. « Le garçon qui a dessiné le meurtre avant qu'il ne se produise. » Le silence qui suivit cette déclaration extraordinaire ne fut rompu que par le léger sifflement des becs de gaz et le grondement lointain de la circulation filtrant à travers le brouillard. Holmes se pencha légèrement en avant, sans quitter des yeux le visage de Madame Fairfax, tandis que je me retrouvais agrippé aux accoudoirs de mon fauteuil, impatient de découvrir ce qui allait sûrement révéler une nouvelle de ces affaires singulières qui étaient devenues la marque de fabrique de notre partenariat. « Peut-être, » suggéra doucement Holmes, « auriez-vous l'amabilité de nous fournir un compte-rendu complet de ces circonstances des plus intrigantes ? Watson prendra des notes, et je vous assure que rien de ce que vous direz ne sortira de ces murs sans votre autorisation expresse. » Madame Fairfax hocha la tête avec reconnaissance et commença à parler, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle racontait son récit remarquable. « Mon mari, Edgar, était directeur de l'école de garçons sains, Bartholomew à Hampstead, un poste qu'il avait occupé avec distinction pendant près de 20 ans. C'était un homme bon, monsieur Holmes, sévère quand il le fallait, mais fondamentalement bon, et aimé de ses élèves malgré sa réputation de discipline. Elle marqua une pause pour accepter le thé que Madame Hudson lui avait servi en silence, profitant de ce moment pour se calmer avant de poursuivre. « Il y a 3 semaines, Edgar m'a signalé une affaire très troublante concernant l'un de ses élèves, un garçon nommé Timothy Ashford, âgé de 12 ans, dont les talents artistiques dépassaient de loin ceux de son âge. Timothy avait toujours été un enfant plutôt réservé, vous comprenez, le genre d'enfant qui observe plus qu'il ne parle. Mais ses dessins étaient extraordinaires. »« En quoi est-ce extraordinaire ?» demanda Holmes. « Il possédait un réalisme assez déconcertant, » répondit Madame Fairfax en posant sa tasse, les mains légèrement tremblantes. Edgar exposait souvent les œuvres des garçons dans son bureau, et celles de Timothy suscitaient invariablement les commentaires des visiteurs. Des paysages qui semblaient respirer, des portraits qui capturaient non seulement la ressemblance, mais aussi le caractère lui-même, remarquable pour un si jeune homme. Holmes hocha la tête de manière encourageante, même si je pouvais voir son esprit travailler derrière ses yeux gris pénétrants, cataloguant et analysant déjà chaque détail au fur et à mesure qu'il était présenté. Mais ensuite, poursuivit Madame Fairfax, sa voix devenant à peine plus basse qu'un murmure, Timothy commença à produire des dessins d'une nature très différente. Des scènes sombres de violence et de mort, rendues avec la même habileté terrible qui avait rendu ses œuvres précédentes si remarquables. Edgar, naturellement inquiet, tenta de parler au garçon, mais Timothy prétendit n'avoir aucune connaissance de la création de ces images dérangeantes. « Il a nié les avoir dessinées ?» ai-je rétorqué, mon expérience médicale suggérant plusieurs explications possibles à un tel comportement. « Pas vraiment nié, docteur Watson.
Il semblait plutôt sincèrement confus, comme si les dessins étaient un mystère pour lui comme pour quiconque. Edgar consulta le médecin scolaire, qui ne trouva rien d'anormal chez le garçon, mais recommanda de surveiller attentivement Timothy pour déceler tout signe de troubles mentaux. Holmes s'était levé et arpentait maintenant la cheminée avec cette énergie insatiable qui le prenait invariablement face à une énigme d'une complexité inhabituelle. Ces dessins, vous les avez vus vous-même ? En effet, et j'aimerais pouvoir les oublier, répondit madame Fairfax avec un frisson visible. Elle représentait des scènes d'une violence extrême, des meurtres, monsieur Holmes, rendus avec une minutie méticuleuse. Et le plus troublant, c'est qu'elle semblait montrer des lieux réels de notre quartier, des endroits que Timothy connaissait bien pour ses promenades quotidiennes à l'école. Et ensuite, demanda Holmes, même si je soupçonnais qu'il avait déjà anticipé la tournure que prendrait son récit. Madame Fairfax prit une inspiration tremblante avant de poursuivre. Un dessin en particulier retint l'attention d'Edgar. Il représentait un homme tombant d'une hauteur vertigineuse, le visage déformé par la terreur, son corps positionné de telle manière que sa mort n'était ni accidentelle ni auto-infligée. Le décor était incontestablement Hampstead Heath, près du vieux moulin qui domine la ville. Le silence qui suivit fut profond, rompu seulement par le léger tic-tac de notre horloge de cheminée et le bruit lointain des roues de la voiture sur les pavés. Holmes avait cessé de faire les 100 pas et se tenait parfaitement immobile, nous tournant le dos, toute son attention concentrée sur un calcul intérieur que je ne parvenais pas à comprendre. « Et la mort de votre mari ?» demanda-t-il doucement, sans se retourner. « On l'a retrouvé au pied de ce même moulin à vent, sur Hampstead Heath, monsieur Holmes, le cou brisé par sa chute. La police a conclu qu'il avait perdu pied dans l'obscurité, mais ce qu'il faisait là à une heure pareille reste inexpliqué. Mais je sais au fond de moi qu'Edgar a été assassiné, comme le prédisait ce terrible dessin. » Holmes se retourna enfin, le visage grave sous le poids de ce qu'il venait d'entendre. « Madame Fairfax, je crois que nous sommes effectivement confrontés à un cas d'une complexité singulière. Avec votre permission, j'aimerais examiner ces dessins et m'entretenir avec le jeune Timothy Ashford. Le temps, comme toujours en pareille matière, est un facteur essentiel. » Notre visiteuse hocha la tête avec empressement, le soulagement se lisant sur son visage pour la première fois depuis son arrivée. « Oh, monsieur Holmes, vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. La police a clos son enquête, et je commençais à craindre que la mort d'Edgar reste à jamais inexpliquée. »« N'ayez crainte, » répondit Holmes avec une confiance tranquille. « Watson et moi ne ménagerons aucun effort dans notre quête de la vérité. Mais je dois vous avertir, le chemin que nous nous apprêtons à emprunter pourrait bien nous mener vers les ténèbres, et des révélations pourraient remettre votre courage à rude épreuve, comme toutes celles que nous avons déjà rencontrées. » Tandis que madame Fairfax prenait congé, promettant de nous faciliter l'accès à l'école et au jeune Timothy Ashford, Holmes restait debout près de la fenêtre, son profil se découpant à nouveau dans la lumière du feu. Le brouillard semblait s'être encore épaissi, si tant est qu'une telle chose fût possible, et la rue en contrebas avait pris un aspect presque surnaturel, parfaitement adapté au mystère qui venait de se dévoiler à nous. « Eh bien, Watson » dit finalement Holmes, la voix imprégnée de cette note d'anticipation qui précédait toujours nos affaires les plus complexes. Il semblerait que nous devions enquêter sur un meurtre prédit par un garçon de 12 ans qui affirme n'avoir aucun souvenir de son œuvre prophétique. J'avoue que même moi, je suis intrigué par ces possibilités. Chapitre 2. La chambre de l'artiste. Le lendemain matin, l'aube était grise et morne, bien que le brouillard oppressant de la veille se soit suffisamment dissipé pour permettre une circulation relativement libre dans les rues de Londres. Holmes était debout depuis l'aube, comme à son habitude lorsqu'on lui présentait un cas particulièrement intéressant, et je le trouvai dans notre salon, entouré de ce qui semblait être tous les ouvrages disponibles sur la psychologie infantile, les prodiges artistiques et la prédiction criminelle, disponibles chez les libraires de Charing Cross Road. « Ah, Watson !» me salua-t-il à mon entrée, levant à peine les yeux d'un volume relié en cuir au titre intimidant « Manifestation de l'inconscient ».
dans l'expression artistique. J'espère que vous avez mieux dormi que moi, même si j'avoue que la nuit a été bien remplie, en prévision de notre visite à l'école Saint. Bartholomew. Je me servis un café, servi avec délicatesse par Madame Hudson, et m'installai dans mon fauteuil habituel, observant mon ami avec la fascination que ses méthodes suscitaient toujours. « Et qu'avez-vous découvert lors de vos recherches nocturnes ?» Holmes ferma le livre et se laissa aller dans son fauteuil, ses yeux gris reflétant le mélange particulier de satisfaction et d'inquiétude qui accompagnait invariablement ses recherches intellectuelles. Plusieurs possibilités se présentent, mon cher ami, aucune n'étant vraiment satisfaisante. Le phénomène de précognition artistique a été documenté, mais rarement avec la précision décrite par Madame Fairfax. Plus troublante encore est la possibilité que le jeune Timothy Ashford ne soit pas l'observateur innocent qu'il paraît être. Vous soupçonnez le garçon d'être directement impliqué dans la mort de M. Fairfax ? Je ne soupçonne rien pour l'instant, et pourtant tout, répondit Holmes d'un ton énigmatique. Mais réfléchissez bien, Watson. Quel garçon de 12 ans possède les connaissances anatomiques nécessaires pour restituer une scène de mort violente avec la précision décrite par Madame Fairfax ? De tels détails suggèrent soit une imagination débordante, soit l'observation directe d'événements similaires. Les implications de ces paroles me firent froid dans le dos, un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps de novembre. Vous ne voulez tout de même pas insinuer qu'un enfant puisse être capable d'une violence aussi calculée ? Je ne suggère rien tant que nous n'aurons pas examiné les preuves par nous-mêmes, dit Holmes d'un ton ferme en se levant et en attrapant son manteau. Madame Fairfax a organisé une visite de l'école ce matin, et j'ai particulièrement hâte d'examiner les œuvres de Timothy et le bureau de M. Fairfax où ses dessins ont été découverts. Notre voyage vers Hampstead nous a conduits à travers des rues qui s'éveillaient peu à peu aux activités d'une nouvelle journée. Les quartiers résidentiels que nous traversions présentaient tous les signes distinctifs d'une bourgeoisie prospère et respectable. Des maisons bien entretenues avec des jardins soignés, des avenues bordées d'arbres où les nourrices poussaient des poussettes, et les livreurs effectuaient leur tournée matinale avec une efficacité joyeuse. Difficile d'imaginer qu'un environnement aussi paisible puisse abriter le sombre mystère qui nous avait conduits ici. L'école Saint-Barthélemy se révéla être une imposante structure géorgienne en briques rouges et en calcaire, nichée dans un parc témoignant de la stabilité institutionnelle et de la tradition éducative. Une clôture en fer forgé séparait la propriété de la rue, et des chênes centenaires projetaient des ombres profondes sur des pelouses impeccables, où des groupes de garçons en uniformes impeccables se déplaçaient avec la précision ordonnée qui caractérisait les écoles bien gérées de tout l'Empire. Madame Fairfax nous accueillit à l'entrée principale, son apparence plus fragile à la lumière du jour qu'elle ne l'avait semblé dans notre salon éclairé au gaz. Elle était accompagnée d'un homme grand et mince, d'âge moyen, dont l'allure suggérait immédiatement une autorité académique malgré la tension évidente que les récents événements lui avaient imposée. « Monsieur Holmes, Dr. Watson », nous salua Madame Fairfax. « Puis-je vous présenter Monsieur Geoffrey Hartwell, qui a été directeur adjoint et qui assumera les fonctions d'Edgar jusqu'à ce que les gouverneurs puissent prendre des dispositions permanentes. » Hartwell nous serra la main avec la fermeté d'un homme habitué à commander, même si je remarquai un léger tremblement qui trahissait sa nervosité sous-jacente. « Messieurs, j'avoue que je suis quelque peu perplexe face à toute cette affaire. Edgar Fairfax était un homme aussi sain d'esprit que jamais, et l'idée que sa mort puisse être autre chose qu'un tragique accident me paraît franchement incroyable. » Holmes fixait le directeur par intérim de ce regard pénétrant qui donnait toujours à ses sujets l'impression que leur âme était cataloguée et analysée. Pourtant, vous connaissiez les dessins insolites du jeune Timothy Ashford ? En effet, je l'étais, même si j'avoue que je n'accordais guère de crédit aux inquiétudes d'Edgar à leur sujet. Les garçons de cet âge ont souvent une imagination débordante, et Timothy a toujours été quelque peu atypique dans son expression artistique. « Inhabituel en quoi ?» demandai-je. Hartwell hésita, jetant un coup d'œil à Madame Fairfax comme pour lui demander la permission de continuer.
Ce garçon a toujours été solitaire, enclin à de longues périodes d'observation silencieuse. Son travail scolaire est exemplaire, remarquez, mais il semble vivre quelque peu à l'écart de ses camarades. Les autres garçons le traitent avec un mélange de respect et de gêne que je n'ai jamais vraiment compris. Madame Fairfax nous a conduits à travers des couloirs bordés de portraits d'anciens directeurs et d'anciens élèves distingués, leurs visages sévères semblant suivre notre progression d'un regard désapprobateur. Les bruits familiers d'une école en cours, le bourdonnement des récitations, le grattement de la craie sur l'ardoise, les éclats de rire occasionnels et vite étouffés, créaient une atmosphère de normalité qui semblait en contradiction avec le but de notre visite. « Le bureau d'Edgar est juste là, » dit Madame Fairfax en sortant une clé de son réticule. « J'ai pensé que vous souhaiteriez peut-être l'examiner avant de parler à Timothy. » Le bureau du défunt directeur s'est avéré être une pièce spacieuse, remplie de livres et dominée par un grand bureau en chêne donnant sur la cour principale de l'école. Ce qui a immédiatement retenu mon attention, cependant, ce sont les nombreux dessins qui ornèrent les murs, des exemples de travaux d'élèves soigneusement encadrés et mis en valeur. Holmes s'est immédiatement mis à examiner ces œuvres, son œil exercé saisissant des détails que je ne pouvais que deviner. La plupart correspondaient à ce qu'on pouvait attendre de garçons d'âge. Divers, paysages, nature morte, portraits de membres de la famille, réalisés avec plus ou moins de talent et d'enthousiasme. Mais même mon œil non averti pouvait déceler une différence qualitative dans certaines pièces, qui se démarquaient des autres avec une netteté presque troublante. L'œuvre de Timothy, dit inutilement Madame Fairfax, désignant une série de dessins d'un réalisme quasi photographique, malgré leur exécution entièrement au crayon et au fusain. Les sujets étaient assez anodins. Vue de Hampstead Heath, scène de rue du quartier, portrait de ce que je supposais être des camarades de classe, mais leur exécution suscitait un malaise difficile à cerner. Une maîtrise technique remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune, observa Holmes en sortant sa loupe pour examiner les dessins de plus près. L'attention portée aux détails est extraordinaire, et la compréhension de la perspective et des proportions suggère une formation bien supérieure à ce que l'on pourrait attendre d'un programme scolaire classique. Timothy n'a reçu aucune formation formelle autre que celle que nous proposons ici, intervint Hartwell. Son talent semble tout à fait naturel, même si j'avoue qu'il m'a toujours semblé quelque peu artificiel dans sa sophistication. Holmes s'était déplacé vers une section du mur où plusieurs cadres étaient vides, leur contenu ayant vraisemblablement été retiré. Et ceux-ci contenaient les images les plus dérangeantes concernant M. Fairfax. Madame Fairfax hocha la tête, son sang-froid vacillant légèrement. Edgar les a retirés la veille de sa mort, prétextant qu'ils étaient trop perturbants pour être exposés. Il les a mis en sécurité dans son bureau, avec l'intention de consulter quelqu'un sur leur signification. Avec la permission de Madame Fairfax, Holmes entreprit une fouille systématique du bureau, ses longs doigts parcourant avec une efficacité éprouvée les tiroirs et les compartiments, jusqu'à ce qu'il trouve une chemise en papier kraft fermée par une ficelle. Il en tira une série de dessins qui retinrent immédiatement toute notre attention. Les images que Holmes étalait soigneusement sur la surface du bureau ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu rencontrer dans mon expérience variée de la nature humaine. Chacune était rendue avec la même excellence technique qui caractérisait les œuvres plus conventionnelles de Timothy, mais leur sujet était uniformément sombre et violent. Des scènes de meurtre, d'agression et de mort remplissaient chaque feuille, chacune représentée avec un souci du détail clinique, plus dérangeant que les illustrations les plus sordides des romans à un sou. « Mon Dieu !» ai-je soufflé en examinant une image particulièrement crue montrant un homme tombant d'une hauteur vertigineuse, le visage crispé par la terreur, les membres positionnés exactement comme Madame Fairfax l'avait décrit. La ressemblance avec la scène réelle de la mort de M. Fairfax est troublante. Holmes étudiait chaque dessin avec une concentration intense, prenant parfois des notes dans son carnet ou demandant à Madame Fairfax de clarifier certains détails. Quand Timothy a-t-il réalisé ces images particulières ? Edgar me les a signalées pour la première fois il y a environ 3 semaines.
répondit madame Fairfax. Il les avait découverts parmi les devoirs habituels de Timothy, bien que le garçon affirme ne pas se souvenir de les avoir créés. Et le dessin représentant la scène du moulin à vent a été achevé exactement une semaine avant la mort d'Edgar. Holmes posa sa loupe et examina l'ensemble des dessins avec une expression que j'avais appris à reconnaître comme l'expression d'une théorie préliminaire. Madame Fairfax, j'aimerais beaucoup parler au jeune Timothy Ashford. Serait-il possible d'organiser une telle entrevue sans susciter d'inquiétudes excessives ? Bien sûr, répondit Hartwell. Timothy est actuellement en cours de mathématiques, mais je peux le convoquer sans difficulté. Dois-je lui expliquer la nature de votre demande ? Je ne pense pas, répondit Holmes fermement. Dites-lui simplement que les visiteurs souhaitent discuter de ses œuvres. Souvent, les conversations les plus révélatrices sont celles qui débutent sans a priori ni défense. Tandis que Hartwell partait chercher le garçon, Holmes continuait d'examiner le bureau, prêtant une attention particulière à la disposition des meubles et à la vue depuis les fenêtres. Je l'observais travailler avec l'admiration familière que ses méthodes inspiraient toujours, remarquant comment il semblait absorber chaque détail de l'environnement, comme s'il construisait une carte intérieure des événements et des possibilités. « Watson, dit-il finalement, observe la disposition de ces dessins. Y a-t-il quelque chose qui te semble significatif ? » J'ai réexaminé les images, essayant de les appréhender avec la perspective analytique de Holmes. Elles semblent classées chronologiquement, les premières images, plus conventionnelles, cédant progressivement la place à ces scènes de violence dérangeantes. Exactement. Et notez la progression de la sophistication technique. Les premières œuvres, bien que magistrales, témoignent du développement naturel que l'on peut attendre d'un enfant doué. Mais ces œuvres plus tardives. Il désigna les scènes violentes. La compréhension de l'anatomie humaine, la connaissance de la réaction du corps au traumatisme, la compréhension psychologique de l'expérience de la mort violente, tout cela suggère soit une étude approfondie, soit une observation directe de tels événements. Les implications de son observation étaient encore en train de se cristalliser dans mon esprit, lorsque la porte s'ouvrit pour accueillir Hartwell, accompagné d'un garçon d'une douzaine d'années, dont l'apparence capta immédiatement mon attention professionnelle. Timothy Ashford était petit pour son âge, avec le teint pâle et les traits délicats qui caractérisent souvent les enfants très intelligents. Ses yeux sombres exprimaient une étrange conscience adulte, incongrue avec son apparence juvénile, et sa tenue et son comportement suggéraient une attention particulière aux convenances malgré son âge. « Timothy, dit doucement madame Fairfax, ces messieurs sont monsieur Holmes et le docteur Watson. Ils aimeraient vous poser quelques questions sur vos dessins. » La réaction du garçon fut immédiate et révélatrice. Son teint déjà pâle devint presque fantomatique, et ses mains, jusque-là détendues le long de son corps, se serrèrent en petits poings. Plus important encore, son regard se porta immédiatement sur les dessins éparpillés sur le bureau, dont la profondeur sombre reflétait ce que je ne pouvais interpréter que comme une peur sincère. « Je ne me souviens pas d'avoir dessiné ça, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je l'ai dit à tout le monde. Je ne m'en souviens pas. » Holmes s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du regard du garçon, ses manières devenant étonnamment douces. « Timothy, personne ne suggère que tu aies commis une faute. Nous voulons simplement comprendre comment ces tableaux remarquables ont été créés. Tu es clairement un artiste au talent exceptionnel. » La tension du garçon sembla s'apaiser légèrement au ton rassurant de Holmes, même si ses yeux restaient fixés sur les images troublantes. « Parfois, je dessine des choses, et après, je ne m'en souviens plus. C'est comme se réveiller d'un rêve dont on ne se souvient plus vraiment. Et quand cela arrive, vous sentez-vous malade ou confus ?» Timothy secoua lentement la tête. « Pas vraiment malade, en fait. Mais parfois, je me sens très fatigué, comme si j'avais travaillé pendant des heures alors que je pensais m'être juste installé devant mon bloc à dessin. » Holmes échangea un regard significatif avec moi, et je vis que nous envisagions tous deux les mêmes possibilités. Somnambulisme, épisode dissociatif, ou peut-être quelque chose d'encore plus complexe.
La description du garçon suggérait une forme d'inconscience durant laquelle ses facultés artistiques restaient actives, tandis que son esprit conscient était quasiment absent. « Timothy, » continua Holmes, « te souviens-tu de quelque chose concernant la nuit où M. Fairfax est mort? As-tu rêvé ou vécu des expériences inhabituelles ?» La réaction du garçon fut immédiate et dramatique. Il se mit à trembler violemment, les yeux écarquillés par ce qui semblait être une véritable terreur. « J'ai rêvé du moulin à vent, » murmura-t-il. « J'ai rêvé que j'étais là, à regarder depuis l'ombre. Mais ce n'était pas vraiment un rêve, n'est-ce pas? C'était réel, et il est tombé, et j'ai vu la scène se produire, et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. » Le silence qui suivit cette déclaration extraordinaire ne fut rompu que par le souffle court de Madame Fairfax et le tintement lointain de la cloche de l'école marquant la fin des cours du matin. Holmes resta agenouillé devant le garçon, ses yeux gris scrutant le visage de Timothy avec une intense concentration, tandis que je m'agrippais au bord du bureau, tandis que je prenais conscience de toutes les implications de ce que nous venions d'entendre. Il semblait que notre témoin du meurtre était un garçon de 12 ans, dont les dons artistiques l'avaient rendu, d'une manière ou d'une autre, témoin d'une mort violente, et dont l'inconscient avait enregistré ces scènes terribles avec la précision d'une plaque photographique. Restait à déterminer si Timothy Ashford était un simple observateur inconscient ou un phénomène bien plus complexe. Chapitre 3. Ombre sur la lande. La révélation de l'extraordinaire déclaration de Timothy Ashford jeta sur notre entretien un voile qui sembla imprégner les murs mêmes du bureau de l'ancien directeur. Holmes se leva lentement de sa position agenouillée, son esprit analytique s'efforçant visiblement d'analyser les implications de ce que le garçon venait de révéler. Les tremblements de Timothy s'étaient en quelque peu atténués, mais ses yeux sombres restaient fixés sur les dessins troublants, avec une expression mêlée de peur et de fascination profondément troublante à observer. « Timothy, » dit doucement Holmes, sa voix portant ce ton d'autorité patiente qui lui avait si bien servi dans ses rapports avec des témoins de tout âge et de toute disposition. « Je veux que tu me racontes tout ce dont tu te souviens de ce rêve, aussi étrange ou effrayant qu'il puisse paraître. » Le garçon jeta un coup d'œil à Madame Fairfax, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant malgré sa détresse évidente. « C'était la nuit où M. Fairfax est mort, » commença Timothy, sa voix s'accentuant à mesure qu'il poursuivait. « Je m'étais couché à l'heure habituelle, mais j'avais du mal à dormir. Mon esprit était agité, comme si quelque chose d'important allait se produire. Et ensuite, » demanda Holmes. « J'ai dû finir par m'endormir car l'instant d'après je me suis retrouvé parmi les arbres, près du vieux moulin à vent de Hampstead Heath. Il faisait très sombre, mais la lumière de la lune était suffisante pour y voir clair. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange d'être là, en pyjama, mais sur le moment, cela ne me semblait pas inhabituel. » Holmes avait sorti son carnet et notait chaque détail du récit de Timothy avec le soin méticuleux qui caractérisait toutes ses investigations. « Y avait-il quelqu'un d'autre présent lorsque vous avez pris conscience de ce qui vous entourait ?» Timothy ferma les yeux, son jeune visage ridé par la concentration, tandis qu'il tentait de se remémorer le déroulement précis des événements. « Au début, j'étais seul, puis j'ai entendu des pas s'approcher du chemin en provenance du village. 2 hommes parlaient à voix basse, mais je ne parvenais pas à les distinguer clairement, cachés parmi les arbres. « 2 hommes ?» ai-je interpellé, ma formation médicale m'ayant permis de constater la clarté et la cohérence des souvenirs du garçon malgré le caractère troublant de leur contenu. « Pouvez-vous les décrire ?» L'un d'eux était M. Fairfax. J'ai immédiatement reconnu sa voix, même si elle semblait différente, plus effrayée que jamais. L'autre homme, je ne l'ai pas reconnu, mais sa voix était cultivée, instruite. Il parlait comme quelqu'un habitué à être obéi. Holmes leva les yeux de son carnet, ses yeux gris reflétant l'intense intérêt que de tels détails suscitaient invariablement en lui. « Avez-vous entendu une partie de leur conversation ?» Les traits pâles de Timothy se contractèrent sous l'effort de se souvenir. « Que des bribes. »
L'étranger semblait exiger quelque chose de M. Fairfax, quelque chose au sujet de documents ou de papiers. M. Fairfax répétait sans cesse qu'il avait dit la vérité, qu'il n'avait plus rien à donner. Puis la voix de l'étranger devint furieuse, menaçante. Et que s'est-il passé ensuite ? Le sang-froid du garçon, qui s'était progressivement renforcé au fil de son récit, vacilla soudain. Ses mains se remirent à trembler, et lorsqu'il parla, sa voix était à peine plus basse qu'un murmure. Ils se rapprochèrent du moulin à vent, et je les vis plus distinctement au clair de lune. L'étranger était grand et bien habillé, avec une canne aux manches ornées. Il la leva comme pour frapper M. Fairfax, et il y eut une bagarre. Madame Fairfax était devenue de plus en plus pâle pendant le récit de Timothy, et elle fut alors contrainte de s'asseoir sur une chaise du bureau, le visage couleur de parchemin. Hartwell s'approcha d'elle, la réconfortant du mieux qu'il put, tandis que Holmes maintenait son attention sur le témoignage du garçon. « La lutte, dit Holmes. Pouvez-vous la décrire plus en détail ?» Les yeux de Timothy restèrent fermés, son jeune esprit revivant clairement la terrible scène dont il prétendait avoir été témoin. M. Fairfax essayait de s'enfuir, mais l'étranger était plus fort et plus déterminé. Ils se dirigèrent vers le bord où le sol s'abaisse brusquement vers la ville. M. Fairfax trébucha, et l'étranger ne chercha pas à l'aider. Au lieu de cela, il sembla le pousser, et M. Fairfax tomba. Le silence qui suivit cette révélation bouleversante fut profond. Même les bruits habituels de la vie scolaire semblaient étouffés, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle en réaction à ce qui venait d'être révélé. Holmes ferma son carnet et regarda Timothy avec une expression mêlant compassion et cette quête incessante de vérité qui le caractérisait. « Timothy, cet inconnu avec la canne, as-tu observé autre chose dans son apparence qui pourrait nous aider à l'identifier ?» Le garçon ouvrit les yeux et regarda Holmes droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de son récit. Il avait une barbe sombre mais avec des mèches grises, et il portait un long manteau qui paraissait coûteux. Mais ce dont je me souviens le plus clairement, c'était sa canne. Le manche n'était pas seulement orné, il était sculpté pour ressembler à une tête d'oiseau, d'aigle ou de faucon. Holmes nota soigneusement ce détail, et je compris qu'il le considérait comme potentiellement important. Les cannes à poignées distinctives étaient souvent fabriquées sur mesure, et pouvaient constituer un précieux signe distinctif si l'on se renseignait auprès des meilleurs artisans londoniens. Après la chute de M. Fairfax, qu'a fait l'étranger ? Il est resté au bord du précipice pendant plusieurs minutes, regardant en bas. Puis il s'est retourné et est retourné vers le village, d'un pas rapide, mais sans courir. Il est passé tout près de l'endroit où j'étais caché, et j'ai pu clairement voir son visage. Timothy marqua une pause, l'air troublé. Il avait l'air satisfait, comme si tout s'était déroulé comme prévu. Holmes observa attentivement le garçon. « Et que t'est-il arrivé après le départ de l'étranger ?»« C'est le plus étrange, » répondit Timothy, la voix sincèrement perplexe. « Je me souviens avoir voulu aller voir M. Fairfax pour voir si je pouvais l'aider, mais mes jambes refusaient de bouger. C'était comme si j'étais figé sur place, capable d'observer mais incapable d'agir. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon lit, et ce n'est qu'en apprenant la mort de M. Fairfax que j'ai compris que ce dont j'avais été témoin n'était pas un simple cauchemar. » Les implications du récit de Timothy étaient stupéfiantes. Si son témoignage était crédible, et malgré son caractère extraordinaire, l'attitude du garçon et la cohérence de ses détails suggéraient un souvenir authentique plutôt qu'une invention. Alors il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un meurtre délibéré. De plus, le tueur était une personne manifestement instruite et fortunée, peut-être connue de la victime, qui avait attiré Edgar Fairfax dans ce lieu isolé pour des raisons encore obscures. Holmes se leva et commença cette marche agitée qui accompagnait invariablement ses moments de concentration les plus intenses. « Madame Fairfax, votre mari avait-il l'habitude de se promener le soir sur Hampstead Heath ?»« Jamais, » répondit-elle catégoriquement. Edgar était très ponctuel et quittait rarement la maison après le dîner, sauf pour des raisons impérieuses.
L'idée qu'il puisse s'aventurer seul sur la lande la nuit est totalement contraire à son caractère, ce qui suggère qu'il a été convoqué là par quelqu'un en qui il avait confiance, songea Holmes. La question est, qui possédait à la fois les moyens d'exiger la présence d'Edgar Fairfax et le mobile de sa mort? Hartwell, resté silencieux pendant la majeure partie du témoignage de Timothy, s'éclaircit la gorge nerveusement. « Monsieur Holmes, je me sens obligé de mentionner qu'Edgar a été quelque peu perturbé ces dernières semaines. Il a déclaré avoir découvert certaines irrégularités dans les registres financiers de l'école, mais a refusé d'en parler en détail avant d'avoir pu mener une enquête plus approfondie. » Cette nouvelle information fit brusquement s'arrêter Holmes. « Irrégularité financière? De quelle nature? Je crains de ne pas connaître les détails. » Edgar était toujours méticuleux sur ces questions et préférait vérifier ses inquiétudes avant de porter des accusations. Il a cependant mentionné que certaines dépenses semblaient incompatibles avec les besoins réels de l'école, et il soupçonnait que quelqu'un ayant accès au compte abusait de sa position. Holmes se tourna vers Madame Fairfax. « Votre mari avait-il l'habitude de discuter des affaires de l'école à la maison ? » ?»« Rarement, et jamais en détail. Mais je me souviens qu'il avait travaillé tard plusieurs soirs récemment, examinant ce qu'il appelait une documentation problématique. Il semblait troublé par ce qu'il découvrait, même s'il m'a assuré qu'il réglerait l'affaire discrètement pour éviter tout scandale susceptible de nuire à la réputation de l'école. Le tableau qui se dessinait suggérait un mobile plus complexe pour la mort d'Edgar Fairfax qu'un simple vol ou une violence aveugle. Si le directeur avait effectivement découvert des preuves d'irrégularité financière, et s'il avait pris des dispositions pour confronter le coupable à ces découvertes, alors son meurtre aurait pu être commis pour éviter d'être démasqué plutôt que pour un profit immédiat. Holmes avait repris son examen des dessins de Timothy, accordant une attention particulière à la progression chronologique que nous avions notée précédemment. Timothy, ses premiers dessins, ceux représentant des lieux familiers autour de Hampstead. Quand les as-tu créés? Le garçon s'approcha du bureau, étudiant son propre travail avec l'intérêt détaché d'un critique examinant les productions d'un autre artiste. La plupart d'entre elles ont été réalisées au cours des derniers mois. Monsieur Fairfax nous a encouragés à dessiner d'après nature, à capturer des scènes de notre quotidien. Et tu empruntais les mêmes itinéraires pour aller et revenir de l'école chaque jour? Oui, monsieur. Toujours dans les mêmes rues, devant les mêmes points de repère. Mon tuteur est très exigeant sur ce genre de choses. Holmes leva brusquement les yeux. Votre tuteur? Pas vos parents. L'expression de Timothy devint menaçante. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Je vis avec mon tuteur, M. Cornelius Blackwood, dans une maison près de la lande. C'est un collectionneur d'art et d'antiquités, et il m'a toujours beaucoup encouragé dans mes dessins. Ce nom sembla résonner chez Holmes, bien qu'il n'en donnât aucun signe extérieur. Il prit alors une autre note dans son carnet avant de poursuivre son interrogatoire. Ce M. Blackwood s'intéresse-t-il activement à votre éducation et à vos activités quotidiennes? Oh oui, monsieur. Il révise tous mes travaux scolaires et s'intéresse particulièrement à mon développement artistique. Il possède une magnifique collection de peintures et de sculptures chez lui, et il discute souvent de technique et de composition avec moi. Holmes échangea un regard significatif avec moi, et je vis que nous commencions tous deux à percevoir les contours d'une situation plus complexe qu'il n'y paraissait initialement. La précocité artistique du garçon, son apparente capacité à observer les événements par une sorte de projection inconsciente, et son lien avec un collectionneur d'art et d'antiquités suggéraient des possibilités à la fois fascinantes et profondément troublantes. « Timothy, » dit Holmes d'un ton plus sérieux, « je voudrais que tu réfléchisses bien à cette question. Dans les jours qui ont précédé la mort de M. Fairfax, M. Blackwood a-t-il manifesté un intérêt inhabituel pour tes dessins ou t'a-t-il posé des questions précises sur ton école ou son personnel? » Le garçon fronça les sourcils, concentré. « Maintenant que tu le dis, il semblait plus attentif que d'habitude à mon travail. Il a longuement examiné le dessin de la zone du moulin à vent, me demandant quels étaient les meilleurs points de vue pour observer les lieux et si j'avais remarqué quelqu'un d'autre fréquentant cet endroit. Et lui as-tu parlé de quelqu'un que tu avais observé là-bas? J'ai mentionné que j'avais parfois vu M. Fairfax se promener le soir dans cette direction, mais jamais très tard.
M. Blackwood semblait très intéressé par cette information. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler selon un schéma à la fois logique et profondément sinistre. Si le tuteur de Timothy avait effectivement utilisé la connaissance intime du garçon de la géographie et des habitudes locales pour planifier le meurtre d'Edgar Fairfax, alors nous avions affaire à un criminel d'une sophistication et d'un calcul froids inhabituels. Holmes referma son carnet d'un claquement de doigts. « Madame Fairfax, je crois qu'il serait judicieux de placer le jeune Timothy sous protection jusqu'à ce que nous puissions résoudre complètement cette affaire. Si mes soupçons se confirment, il pourrait être en grand danger. »« Quel genre de danger ?» demanda Madame Fairfax, même si son expression suggérait qu'elle avait déjà commencé à saisir les implications de ce qui venait d'être révélé. « Le danger qui guette les témoins de meurtre, en particulier ceux dont le témoignage pourrait les mener à la potence, » répondit Holmes d'un ton sombre. « Timothy nous a fourni la première preuve concrète que votre mari a bien été assassiné. Et si le tueur découvre ce que le garçon sait, il laissa la phrase inachevée, mais son sens était clair pour tous. Timothy Ashford était devenu, malgré lui, la clé de l'élucidation du meurtre d'Edgar Fairfax. Mais cette même connaissance faisait de lui une cible pour le coupable, et le fait que le garçon vivait sous le toit d'un homme qui pourrait lui-même être le meurtrier ajoutait une urgence supplémentaire à notre enquête. Chapitre 4. La toile du collectionneur. Notre départ de l'école Saint. Bartholomew s'est fait avec beaucoup plus de précipitation que notre arrivée, bien que Holmes ait insisté pour que nous conservions l'apparence d'une simple visite éducative, au cas où quelqu'un observerait nos déplacements. Timothy avait été confié temporairement à Madame Fairfax, qui avait accepté de l'emmener chez elle sous prétexte de l'aider à organiser la cérémonie commémorative de son défunt mari. Cela assurerait à la fois sa protection et une explication plausible à son absence du domicile de son tuteur pendant la suite de notre enquête. Tandis que notre fiacre sillonnait les rues sinueuses de Hampstead en direction de l'adresse que Timothy avait fournie pour la résidence de M. Cornelius Blackwood, Holmes gardait un silence inhabituel que j'avais appris à reconnaître comme le signe d'une intense activité mentale. Ses yeux gris contemplaient le paysage sans le voir, tandis que son esprit s'efforçait sans doute d'organiser les différents éléments de preuve en un schéma cohérent. « Holmes, dis-je finalement, incapable de contenir ma curiosité plus longtemps. Vous avez semblé reconnaître le nom de Cornelius Blackwood lorsque Timothy l'a mentionné. Le connaissez-vous » Mon ami quitta sa contemplation de la rue pour me regarder avec cette expression étrange qui indiquait qu'il pesait le pour et le contre. Ce nom est apparu dans mes dossiers à plusieurs reprises, mais jamais en lien avec un crime suffisamment grave pour justifier des poursuites. Blackwood est ce qu'on pourrait poliment appeler un marchand de curiosités artistiques, un homme spécialisé dans l'acquisition de pièces rares et précieuses pour des collectionneurs peu soucieux de la légalité de leur provenance. Tu veux dire qu'il est un receleur de biens volés ? Entre autres choses, oui. Mais Blackwood opère à un niveau social où ces questions sont traitées avec une grande discrétion. Parmi ses clients figurent des députés, de riches marchands et même certains membres de la noblesse qui préfèrent ne pas examiner de trop près l'histoire des trésors qui ornent leur collection. Les implications de ces informations rendent la situation de Timothy encore plus inquiétante. Si le garçon vivait effectivement sous la garde d'un homme impliqué dans des activités criminelles, ses extraordinaires talents artistiques pourraient représenter quelque chose de plus précieux qu'un simple talent artistique. Il pourrait servir d'outil de reconnaissance, d'authentification ou même à des fins plus sinistres. Notre destination s'est avérée être une imposante demeure victorienne, située à l'écart de la route, derrière de hauts murs et des arbres matures, offrant une intimité considérable. La maison elle-même était de style néogothique, en vogue une trentaine d'années auparavant, avec ses pierres apparentes élaborées et ses vitraux qui lui conféraient une allure presque ecclésiastique, malgré sa vocation résidentielle. Holmes a demandé à notre chauffeur de dépasser l'entrée principale et de nous déposer dans une petite allée longeant la limite est de la propriété. De ce point de vue, nous pouvions observer la maison et le terrain sans être visibles. « Qu'espères-tu accomplir exactement ici ?» demandai-je, tandis que nous prenions position derrière une haie bien pratique,
qui offrait à la fois un abri et une vue dégagée sur les principales fenêtres de la maison. Information, Watson. Si Blackwood est bien responsable du meurtre d'Edgar Fairfax, alors il doit y avoir des preuves du lien quelque part dans cette maison. De plus, je suis curieux de voir quel genre d'homme pourrait utiliser les capacités inconscientes d'un garçon de 12 ans pour faciliter un meurtre. Tu crois donc que les expériences de Timothy sont authentiques? Pas simplement le fruit d'une imagination débordante? Holmes resta silencieux un instant, son regard perçant scrutant la façade de la maison avec un intérêt professionnel. J'ai rencontré des phénomènes plus étranges au cours de ma carrière, mon cher ami. L'esprit reste un territoire largement inexploré, et il existe des cas avérés d'individus possédant des capacités sensorielles extraordinaires dans certaines conditions. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la possibilité que quelqu'un ait délibérément cultivé et exploité de telles capacités à des fins criminelles. Notre vigilance fut récompensée au bout d'une vingtaine de minutes lorsque la porte d'entrée de la maison s'ouvrit pour accueillir un visiteur dont l'apparence attira immédiatement notre attention. L'homme qui sortit d'une voiture luxueuse était grand et distingué, avec sa barbe argentée et ses vêtements coûteux, qui correspondaient à la description que Timothy avait faite du mystérieux inconnu au moulin. Plus important encore, il portait une canne au manche, ornée qui, malgré notre distance considérable, semblait sculptée en forme de tête d'oiseau. Notre proie, sauf erreur grave, murmura Holmes en sortant une petite lunette de son manteau pour observer le visiteur de plus près. La description physique correspond parfaitement, et cette canne est suffisamment distinctive pour servir d'identification formelle. Le visiteur fut admis dans la maison par un domestique, et nous pûmes voir des lumières s'allumer à diverses fenêtres, tandis que les deux hommes se déplaçaient vraisemblablement à l'intérieur. Holmes maintint son observation pendant plusieurs minutes, notant les pièces illuminées et la durée approximative du séjour du visiteur dans chaque lieu. « Ils semblent effectuer une transaction commerciale, » observa-t-il. Le visiteur a été conduit dans ce que je suppose être le bureau de Blackwood, et il y a eu un mouvement considérable d'objets, des papiers peut-être, ou de petits objets. Au bout d'environ 1 heure, le visiteur sortit de la maison et partit en voiture, mais Holmes l'observa suffisamment attentivement pour noter plusieurs détails supplémentaires de son apparence et de ses manières. L'homme se déplaçait avec l'assurance d'un homme habitué à commander, et ses échanges avec le domestique de Blackwood suggéraient une familiarité avec la routine de la maison. « Nous devons absolument découvrir l'identité de ce monsieur, » dit Holmes tandis que la voiture disparaissait au détour d'un virage. Je soupçonne qu'il pourrait nous aider à comprendre le meurtre d'Edgar Fairfax et l'entreprise criminelle plus vaste dans laquelle Blackwood semble être impliqué. Notre observation continue de la maison ne révéla que peu d'activité jusqu'en fin d'après-midi, lorsqu'un chariot de livraison arriva, transportant ce qui semblait être une caisse imposante, dont le transport jusqu'à la maison nécessita l'intervention de plusieurs hommes. Holmes observa cette opération avec un intérêt particulier, notant le soin avec lequel la caisse était manipulée et la direction dans laquelle elle était acheminée une fois à l'intérieur du bâtiment. « Des objets d'art, presque certainement, » commenta-t-il. La taille et le poids de cette caisse, combinés à la délicatesse de sa manipulation, suggèrent des peintures ou des sculptures d'une valeur considérable. Je soupçonne que nous assistons à l'arrivée de marchandises destinées aux activités commerciales moins légitimes de Blackwood. Alors que le soir approchait et que les ombres commençaient à s'allonger sur le terrain, Holmes décida d'examiner la propriété de plus près. L'isolement de la maison et l'immensité du terrain offraient de nombreuses possibilités de dissimulation, et l'obscurité croissante offrirait une protection supplémentaire pour notre reconnaissance. Nous avons traversé prudemment la zone boisée qui bordait le domaine, avec la prudence que les précédentes aventures de Holmes nous avaient apprise, essentielle face à des criminels aux capacités inconnues. Le terrain s'est avéré être généreusement aménagé, avec des allées sinueuses, des jardins d'agrément et de nombreuses dépendances qui suggéraient à la fois une richesse considérable et un désir d'intimité. Notre approche de la maison principale fut facilitée par l'attrait victorien pour les grandes fenêtres qui, tout en offrant une excellente lumière naturelle pendant la journée, offraient également des possibilités d'observation la nuit tombée.
Holmes choisit une fenêtre qui semblait donner sur ce qu'il pensait être le bureau de Blackwood, et nous nous positionnâmes pour observer l'intérieur sans être détectés. La pièce était en effet un bureau, quoique d'un caractère des plus inhabituels. Les murs étaient tapissés de livres, comme on pouvait s'y attendre, mais ils présentaient également une remarquable collection d'objets allant des sculptures antiques aux manuscrits médiévaux, en passant par ce qui semblait être des trésors d'église volés. Plus important encore, les dessins de Timothy étaient là bien en évidence dans des cadres, suggérant qu'ils étaient considérés comme de précieux ajouts à la collection plutôt que comme de simples créations artistiques d'un jeune paroissien. Cornelius Blackwood lui-même était présent dans la pièce, un homme d'une cinquantaine d'années dont l'apparence suggérait à la fois une sophistication intellectuelle et une impitoyabilité sous-jacente. Il examinait ce qui semblait être un tableau récemment acquis, utilisant une loupe pour étudier les détails du coup de pinceau et de la composition avec l'expertise d'un expert. « Un homme qui connaît son métier », observa Holmes d'un ton calme, et qui apprécie clairement les talents artistiques de Timothy pour des raisons qui vont au-delà de la simple appréciation esthétique. Notre position nous a permis d'observer Blackwood pendant près d'une heure, s'adonnant à diverses activités liées à sa collection. Il tenait des registres détaillés de ses acquisitions, correspondait avec ce qui semblait être des clients potentiels, et surtout, consacrait un temps considérable à l'étude d'une série de cartes et de dessins d'architecture semblant se rapporter à divers lieux de Londres. « Planifier de futures acquisitions, peut-être, » suggéra Holmes, « ou identifier des cibles de vol à partir des plans de reconnaissance de Timothy. » La véritable nature de l'opération de Blackwood devint plus claire lorsqu'il fut rejoint par un autre homme, un individu à l'air brutal, dont l'apparence et les manières suggéraient des activités criminelles plutôt qu'artistiques. Cet individu apportait des nouvelles qui troublèrent visiblement Blackwood, car leur conversation, bien qu'inaudible pour nous, était empreinte de gestes d'agitation et d'inquiétude. Holmes s'efforça de lire sur leurs lèvres, une compétence qu'il avait développée au cours de ses années d'enquête, bien que l'éclairage et notre angle d'observation aient rendu toute compréhension impossible. Il parvint cependant à saisir certaines phrases clés suggérant que les hommes discutaient de l'absence de Timothy et de ses implications potentielles pour leurs opérations. « Ils savent que le garçon a disparu, » murmura Holmes, « et ils semblent inquiets de ce qu'il a pu révéler sur leurs activités. » Cette confirmation du danger que représentait Timothy rendait notre enquête plus urgente. Si Blackwood réalisait que son jeune pupille était devenu une menace pour son entreprise criminelle, sa vie serait immédiatement menacée. De plus, le fait que Blackwood ait eu des relations criminelles suggérait qu'il possédait les ressources et les contacts nécessaires pour localiser Timothy malgré nos tentatives de dissimulation. Notre observation prit fin brutalement lorsqu'un des domestiques de Blackwood commença à faire une ronde à l'extérieur de la maison, vérifiant les fenêtres et les portes, dans le cadre de ce qui semblait être une routine de sécurité habituelle. Holmes et moi fûmes contraints de nous retirer rapidement pour éviter d'être repérés, mais pas avant qu'il n'ait soigneusement noté la disposition de la maison et l'emplacement des différentes entrées et points d'accès potentiels. Alors que nous traversions le parc pour rejoindre notre moyen de transport, Holmes élaborait déjà les plans de la prochaine phase de notre enquête. « Nous devons en apprendre davantage sur les associés de Blackwood et sur l'étendue de ses opérations, » dit-il. « L'homme à la canne caractéristique, en particulier, semble avoir joué un rôle clé dans l'affaire qui a mené au meurtre d'Edgar Fairfax. »« Et Timothy ?» demandai-je. « Combien de temps pourrons-nous le protéger sans résoudre cette affaire ?» L'expression de Holmes était sombre dans l'obscurité grandissante. « Plus pour longtemps, je le crains. Le réseau criminel de Blackwood semble à la fois étendu et efficace. Nous devons agir vite pour rassembler suffisamment de preuves et garantir son arrestation avant qu'il ne puisse localiser le garçon et réduire au silence l'unique témoin du meurtre. » Chapitre 5. Le secret du moulin à vent. Le lendemain matin, nous traversions à nouveau les rues brumeuses de Londres, mais notre destination était cette fois Hampstead Heath et le moulin où Edgar Fairfax avait trouvé la mort prématurément. Holmes avait passé les premières heures de la matinée à correspondre avec son réseau d'informateurs,
tentant d'identifier le mystérieux homme à la canne ornée, tandis que je me renseignais auprès de plusieurs cabinets médicaux du quartier de Hampstead sur d'éventuels patients ayant subi des blessures compatibles avec une violente bagarre. La lande présentait un aspect sensiblement différent à la lumière du jour que lors des événements nocturnes décrits par Timothy. Ce qui avait été un lieu d'ombre et de menace dans le récit du garçon apparaissait désormais comme une agréable étendue de terre commune, où les nourrices se promenaient avec leurs protégés, et où les gentilshommes promenaient leurs chiens dans l'air vif de novembre. Pourtant, même à la lumière du jour, le vieux moulin conservait un caractère menaçant qui permettait de comprendre pourquoi il pouvait servir de décor à des événements plus sombres. La structure elle-même était d'une antiquité considérable, ayant servi la communauté locale pendant près de 2 siècles avant de tomber en désuétude, les techniques de meunerie plus modernes la rendant obsolète. Elle se dressait désormais comme une ruine romantique, ses grandes lames de bois ayant disparu depuis longtemps, et ses machines réduites à l'état de vestiges rouillés, témoignant d'une industrie disparue. Les environs offraient une vue imprenable sur Londres, ce qui contribuait sans doute à son attrait pour les promenades nocturnes, et malheureusement pour les réunions clandestines. Holmes commença son examen au pied du moulin, là où le corps d'Edgar Fairfax avait été découvert par un promeneur matinal. La police avait bien sûr mené sa propre enquête, mais Holmes avait l'avantage de savoir qu'il s'agissait d'un meurtre plutôt que d'une mésaventure, ce qui lui permit de rechercher des preuves qui auraient pu échapper aux enquêteurs, convaincus d'examiner une mort accidentelle. Le sol ici raconte une histoire intéressante, observa Holmes, s'agenouillant pour examiner la terre autour des fondations du moulin. Malgré près de 2 semaines écoulées depuis l'incident, son œil exercé avait pu déceler des signes que l'enquête officielle avait manqués. De multiples traces de pas, partiellement masquées par les intempéries, mais toujours lisibles pour qui sait quoi chercher. Il sortit sa loupe et entreprit un examen systématique des lieux, prenant des notes et des croquis dans son carnet toujours présent. Ici, nous avons les empreintes de pas du défunt, partant du village et se terminant à cet endroit, près du bord. Mais remarquez ces autres empreintes, plus grandes, laissées par un individu plus corpulent et suivant un schéma de déplacement différent. J'ai tenté de suivre son analyse, même si j'avoue que les subtilités du pistage dépassaient largement mes compétences d'amateur. Que suggère-t-il ? Edgar Fairfax est arrivé le premier et a attendu ici un moment. Remarquez comme ces empreintes de pas témoignent de ses pas et de ses changements de position. Puis notre deuxième individu est arrivé, et il y a eu effectivement une sorte de confrontation. Voyez ici, le sol a été remué par ce qui semble être une lutte. Holmes s'approcha du bord, là où le sol s'abaissait brusquement vers la ville en contrebas. La chute aurait certainement été fatale, car la pente rocheuse n'offrait aucune chance de survie à quiconque aurait le malheur de passer par-dessus bord. Plus important encore, la position et l'angle de la chute rendaient pratiquement impossible une telle chute accidentelle, surtout pour quelqu'un connaissant bien la région. Aucun homme sain d'esprit ne s'aventurerait si près de ce bord dans l'obscurité, conclut Holmes. Edgar Fairfax a été poussé ou est tombé alors qu'il tentait d'échapper à quelqu'un qui lui voulait du mal. Notre examen du moulin lui-même s'est révélé tout aussi révélateur. L'intérieur de la structure, bien qu'abandonné depuis longtemps, présentait des signes d'utilisation récente suggérant qu'il avait servi bien plus qu'un simple point de repère pour les promenades nocturnes. Holmes a découvert des traces de réunions ou de rassemblements, des bouts de papier incomplètement brûlés, des bouchons de bouteilles de vin de bonne qualité, et surtout, plusieurs objets qui semblaient avoir été délibérément dissimulés. Quelqu'un a utilisé cet endroit comme point de rencontre, annonça Holmes en sortant un petit portefeuille en cuir dissimulé sous une planche de parquet. Et sauf erreur grave, nous venons de découvrir la police d'assurance d'Edgar Fairfax. Le portefeuille contenait des documents qui expliquaient immédiatement la présence du directeur au moulin et le mobile de son meurtre. Parmi les documents figuraient des relevés financiers détaillés attestant de détournements systématiques des comptes de l'école Saint-Barthélemy, des correspondances entre divers individus impliqués dans ce qui semblait être un réseau de vol d'œuvres d'art, et, plus accablant encore, une liste d'objets volés avec des annotations indiquant leur emplacement actuel et leur valeur estimée.
Seigneur, soufflai-je en examinant les preuves découvertes par Holmes. Fairfax avait découvert toute l'opération et s'apprêtait à la révéler. En effet, et remarquez les signatures sur certains de ces documents. Notre mystérieux gentleman à la canne a enfin révélé son identité. Holmes a mentionné une série de lettres portant la signature de Sir Reginald Ashworth, un nom que j'ai reconnu comme appartenant à l'un des plus éminents collectionneurs d'art londoniens, dont le mécénat auprès de diverses institutions culturelles lui avait valu un statut social considérable. Ces lettres évoquaient l'acquisition de pièces spécifiques pour sa collection, même si le langage employé indiquait clairement que ces acquisitions étaient le fruit d'un vol plutôt que d'un achat légitime. Sir Reginald Ashworth, dis-je, les implications de cette découverte commençant à me venir à l'esprit. Mais un homme de sa position et de sa richesse n'aurait sûrement pas besoin de recourir au vol. Vous sous-estimez la nature obsessionnelle des vrais collectionneurs, Watson. Pour des hommes comme Ashworth, posséder des objets rares et magnifiques devient une addiction qui transcende la loi et la morale. Le fait qu'une pièce soit volée renforce souvent son attrait plutôt que de le diminuer, car cela garantit qu'eux seuls peuvent en profiter. Le portfolio contenait également le rôle de Timothy dans l'entreprise criminelle avec des détails troublants. Les talents artistiques du garçon avaient été systématiquement exploités pour identifier des cibles potentielles, ces croquis innocents servant de documents de planification pour de futurs vols. Ces épisodes d'inconscience, loin d'être des phénomènes naturels, semblaient avoir été délibérément provoqués par une forme de suggestion hypnotique permettant à ses agents de diriger ses observations tout en s'assurant qu'ils ne conservent aucun souvenir conscient de ses activités. Blackwood a utilisé le garçon comme espion involontaire, conclut Holmes d'un ton sombre. Le talent artistique et la sensibilité naturelle de Timothy ont été détournés pour servir d'outils de reconnaissance criminelle. Le pauvre enfant a été rendu complice de crimes dont il ignore même les agissements. Parmi les derniers documents du dossier figurait une lettre d'Edgar Fairfax à la police métropolitaine, datée de la veille de sa mort, dans laquelle il détaillait ses découvertes et sollicitait un rendez-vous pour lui remettre ses preuves. Cette lettre n'avait manifestement jamais été envoyée, ce qui suggérait que Fairfax avait organisé ce rendez-vous au moulin à vent comme une ultime tentative de confronter les responsables avant d'impliquer les autorités. Il essayait de leur donner une chance d'avouer et de réparer leurs torts, observa Holmes. Le pauvre imbécile pensait avoir affaire à des gentlemen réceptifs à la persuasion morale plutôt qu'à des criminels prêts à tout pour protéger leur entreprise. Les documents de Fairfax dressaient le portrait d'un réseau criminel sophistiqué, opérant depuis plusieurs années, utilisant des œuvres d'art et des antiquités volées pour générer des profits substantiels, tout en conservant une apparence de collection légitime. Blackwood servait de coordinateur et de receleur pour les biens volés, tandis que Sir Reginald fournissait les relations sociales nécessaires à l'identification de cibles de valeur et les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'opération. Le rôle de Timothy avait progressivement évolué, passant de celui d'un pupille innocent aux talents artistiques exceptionnels, à celui d'un agent clé dont les observations inconscientes fournissaient des renseignements détaillés sur les victimes potentielles et leurs dispositifs de sécurité. Les épisodes périodiques d'absence du garçon correspondaient précisément aux dates des divers vols, suggérant que ses responsables avaient acquis une grande habileté à diriger ses activités inconscientes. « Nous devons rentrer à Londres immédiatement », déclara Holmes en rangeant les documents dans son manteau. « Ces preuves suffisent à garantir des condamnations, mais seulement si nous pouvons les présenter avant que Blackwood et ses associés ne réalisent ce que nous avons découvert. » Notre retour en ville s'est effectué en un temps record, même si Holmes surveillait attentivement tout signe de filature. Le réseau criminel que nous avions démasqué possédait les ressources et la motivation nécessaires pour empêcher sa dénonciation, et le meurtre d'Edgar Fairfax avait démontré sa propension à recourir à la violence lorsque ses intérêts étaient menacés. À notre retour à Baker Street, Holmes envoya immédiatement des messages à l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard et à Madame Fairfax, les informant de nos découvertes et leur demandant leur aide immédiate pour coordonner l'arrestation des personnes impliquées. Les preuves que nous avions rassemblées étaient suffisamment complètes pour garantir des condamnations,
mais la notoriété sociale de certaines des personnes impliquées nécessiterait une gestion prudente afin d'empêcher toute possibilité d'évasion par influence politique. Timothy doit être placé sous haute protection jusqu'à la fin des arrestations, a indiqué Holmes à Madame Fairfax à son arrivée dans notre cabinet. Blackwood tentera sans aucun doute de récupérer le garçon dès qu'il comprendra que son opération a été révélée, et nous ne pouvons sous-estimer les efforts que peuvent entreprendre des criminels désespérés. Alors que le soir approchait et que nos préparatifs pour les arrestations coordonnées touchaient à leur fin, Holmes s'accorda un instant de satisfaction à l'idée d'avoir démêlé le réseau criminel complexe qui avait conduit au meurtre d'Edgar Fairfax. Pourtant, je percevais dans son expression l'inquiétude qui le caractérisait toujours lorsque des enfants étaient impliqués dans des affaires criminelles, et je savais que le bien-être de Timothy pesait lourdement sur lui. Le garçon se rétablira, lui ai-je assuré, m'appuyant sur mon expérience médicale auprès de patients ayant subi un traumatisme psychologique. Les enfants sont remarquablement résilients, et avec des soins et une compréhension appropriée, il devrait pouvoir surmonter les conséquences de son exploitation. Holmes hocha la tête pensivement, même si ses yeux gris restaient troublés. Espérons-le, Watson. La corruption de l'innocence est peut-être le plus odieux de tous les crimes, et le jeune Timothy a dû porter un fardeau qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Le décor était désormais planté pour l'acte final de notre drame. Les criminels étaient identifiés, les preuves réunies, et les autorités prêtes à agir. Pourtant, comme Holmes l'avait souvent observé, c'est souvent dans les derniers instants de telles affaires que les plus grands dangers se présentent, et nous ne pouvions pas espérer que nos adversaires se soumettraient sans broncher à la justice. Chapitre 6. Le chasseur devient la proie. À l'aube grise de ce qui allait s'avérer l'une des journées les plus périlleuses de notre longue collaboration, Holmes et moi-même étions occupés à finaliser les préparatifs des arrestations coordonnées qui, nous l'espérions, permettraient de traduire en justice les meurtriers d'Edgar Fairfax. L'inspecteur Lestrade était arrivé à Baker Street avant l'aube, accompagné d'un contingent de ses agents les plus fidèles, et affichant une déférence inhabituelle envers la planification stratégique de Holmes, ce qui en disait long sur la gravité de notre situation. Les mandats ont été obtenus, rapporta Lestrade, son visage buriné reflétant à la fois détermination et appréhension. La position sociale de Sir Reginald Ashworth a considérablement compliqué les choses, mais les preuves que vous avez fournies sont suffisamment convaincantes pour surmonter les réticences initiales des magistrats. Debout devant notre cheminée, son profil aquilin se découpant sur les flammes dansantes, Holmes examinait le plan soigneusement orchestré qui prévoyait des raids simultanés sur la résidence de Blackwood à Hampstead et sur la demeure de Sir Reginald à Belgravia. La complexité de l'opération était rendue nécessaire par les vastes ressources des criminels et leur propension manifeste à recourir à la violence en cas de menace. « Le timing sera crucial », souligna Holmes en consultant sa montre de poche. « Blackwood entretient un réseau d'informateurs dans tout Londres, et toute action prématurée pourrait entraîner la destruction de preuves ou, pire encore, nuire au jeune Timothy s'il tentait de l'utiliser comme monnaie d'échange. » Madame Fairfax, qui avait veillé dans nos appartements toute la nuit, leva les yeux de Timothy endormi, ses yeux reflétant à la fois l'espoir et une anxiété à peine contenue. Le garçon avait été placé sous l'influence d'un léger sédatif administré par mon collègue médecin, le docteur Pemberton, afin de garantir sa sécurité et de l'empêcher de se rendre compte du jeu dangereux qui se déroulait autour de lui. « Monsieur Holmes, » dit-elle doucement, « je ne puis exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Edgar aurait été si heureux de savoir que sa mort permettrait de révéler cette terrible entreprise. » Holmes quitta sa contemplation des flammes pour considérer notre client avec cette profonde sympathie qu'il réservait à ceux qui avaient subi une perte profonde. « Madame Fairfax, le courage dont votre mari a fait preuve en tentant d'affronter ces criminels, même si cela lui a finalement coûté la vie, nous a fourni les preuves nécessaires pour garantir que sa mort n'a pas été vaine. » Nos préparatifs furent interrompus par l'arrivée d'un des irréguliers de la rue que Holmes employait pour des tâches de surveillance. Un jeune homme d'environ 14 ans à l'œil vif qui s'appelait Wiggins et qui s'était révélé d'une valeur inestimable dans des cas précédents nécessitant une observation discrète. « Monsieur Holmes, »
rapporta le garçon essoufflé. Vous m'avez demandé de surveiller cette maison à Hampstead, et il y a eu une activité considérable depuis l'aube. 3 voitures sont arrivées, et des hommes qui semblent en difficulté entrent et sortent. Holmes échangea un regard significatif avec Lestrade, et je pus voir que nous pensions tous les deux la même chose. Nos adversaires avaient en quelque sorte eu connaissance de notre enquête et se préparaient soit à fuir, soit à prendre des mesures plus drastiques pour protéger leurs intérêts. « Combien d'hommes » demanda Holmes, sa voix ne trahissant en rien l'inquiétude que je savais qu'il devait ressentir. « Au moins une douzaine, monsieur, peut-être plus. Et ils sont armés. J'ai vu des pistolets et ce qui ressemblait à 1 ou 2 fusils de chasse. Quoi qu'ils préparent, ça ne va pas être beau à voir. » Les implications de ces informations furent immédiatement claires pour tous ceux présents. Blackwood et ses associés avaient apparemment décidé que leur dénonciation était imminente et se préparaient à une confrontation qui risquait fort de dégénérer en violence. Plus inquiétant encore était la possibilité qu'ils tentent de prendre Timothy comme otage, malgré nos efforts pour le maintenir caché. Holmes s'approcha de la fenêtre et scruta la rue à travers les rideaux, son œil perçant guettant le moindre signe indiquant que notre position était compromise. « Lestrade, je crois que nous devons considérablement avancer notre calendrier. Si les associés de Blackwood se préparent à une résistance armée, tout retard pourrait s'avérer fatal pour tous. »« D'accord, » répondit l'inspecteur d'un ton sombre. « J'enverrai immédiatement la moitié de mes hommes à Belgravia pour sécuriser Sir Reginald avant qu'il ne soit averti de notre approche. Le reste nous accompagnera à Hampstead. » Alors que les policiers commençaient à sortir de nos bureaux pour prendre leur position assignée, Holmes m'a pris à part pour une consultation privée qui, je le voyais, pesait lourdement sur son esprit. « Watson, je crains que nous ne tombions dans un piège. Notre enquête s'est peut-être déroulée trop facilement, et des criminels aussi sophistiqués que Blackwood se laissent rarement prendre au dépourvu. Vous soupçonnez une tromperie ? Je soupçonne que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir élaborer des plans minutieux. Comment Blackwood a-t-il pu avoir connaissance de notre enquête si rapidement ? Nous avons été discrets dans nos investigations, mais nos activités ont clairement été observées et signalées. La possibilité que nous ayons été manipulés dès le début était profondément troublante, mais elle concordait avec certaines incohérences que j'avais relevées sans parvenir à pleinement apprécier. Le témoignage remarquable de Timothy, la découverte opportune de documents compromettants au moulin à vent, et même le placement du garçon chez Madame Fairfax, tout cela aurait pu être orchestré par des esprits bien plus retors que nous ne l'avions initialement cru. « Si vous avez raison, » dis-je lentement, « alors Timothy est peut-être en bien plus grand danger que nous ne le pensions. » Holmes hocha la tête d'un air sombre. « En effet. Et Madame Fairfax ?» Il marqua une pause, ses yeux gris réfléchissant un calcul que j'avais appris à reconnaître comme l'indice d'une théorie inquiétante. « Watson, quand Madame Fairfax nous a-t-elle contactés pour la première fois au sujet de la mort de son mari ? » J'ai consulté mes notes, mais la réponse était claire dans ma mémoire. Le lendemain de notre retour de l'inspection du moulin. Elle prétendait nous avoir été recommandée par... « Par qui, Watson ? » A-t-elle vraiment précisé la source de sa recommandation ? La question nous trottait entre les doigts, car je réalisais avec une inquiétude croissante que Madame Fairfax avait été remarquablement vague sur la façon dont elle avait eu connaissance des services de Holmes. Rétrospectivement, sa connaissance approfondie des détails de l'affaire et son accès facile à l'école et à Timothy lui-même semblaient moins relever des atouts naturels d'une veuve en deuil que des ressources soigneusement préparées d'une personne jouant un rôle prédéterminé. « Tu crois qu'elle travaille avec eux ?» demandai-je, même si les mots me semblaient étranges. Je pense que nous avons été menés exactement là où quelqu'un voulait nous conduire, et que quelqu'un a observé chacun de nos faits et gestes avec un intérêt considérable. La question est maintenant de savoir si nous pouvons tourner cette situation à notre avantage, ou si nous sommes déjà trop loin dans la toile pour nous en sortir. Nos délibérations furent interrompues par un vacarme provenant de la rue en contrebas, le bruit de chevaux approchant à toute vitesse et les cris pressants d'hommes visiblement en détresse. Holmes s'approcha aussitôt de la fenêtre, le visage grave, observant la scène se dérouler dans Baker Street.
Les hommes de l'estrade, annonça-t-il sèchement, et ils semblent être en pleine retraite. Quelques instants plus tard, l'inspecteur lui-même fit irruption chez nous, son uniforme en désordre et le visage affichant l'expression sombre d'un homme ayant rencontré plus de résistance que prévu. Derrière lui se trouvaient plusieurs de ses agents, dont l'un, soutenu par ses collègues, présentait des signes évidents d'une violente altercation. « Ce fut un massacre, monsieur Holmes », rapporta Lestrade essoufflé. Nous avons approché la maison de Hampstead comme prévu, mais ils nous attendaient. Des hommes armés étaient en position, des barricades à chaque entrée, et une puissance de feu suffisante pour contenir une petite armée. Nous avons perdu 2 hommes avant de pouvoir nous replier. Holmes assimila cette information avec le calme qui caractérisait sa réaction, même dans les situations les plus désespérées. Et Sir Reginald ? Disparu. Son hôtel particulier de Belgravia était vide à l'arrivée de mes hommes, complètement vidé, comme si l'évacuation avait été planifiée de longue date. Qui que soient ces gens, monsieur Holmes, ils ont eu une longueur d'avance sur nous depuis le début. C'est à ce moment-là que je pris conscience d'un subtil changement dans l'atmosphère de nos chambres, un changement si léger qu'il aurait pu passer inaperçu en temps normal, mais que mes années de collaboration avec Holmes m'avaient appris à reconnaître comme significatif. Timothy, qui dormait paisiblement sous sédatif, n'était plus dans son fauteuil. Plus inquiétant encore, Madame Fairfax était introuvable. « Holmes, dis-je doucement, même si je savais que mon ton traduirait immédiatement l'urgence de mon observation. Il suivit mon regard jusqu'à la chaise vide, puis parcourut rapidement la pièce du regard, son œil exercé saisissant des détails qui confirmaient nos pires craintes. Le manteau élégant de Madame Fairfax avait disparu, tout comme les documents que nous avions récupérés dans le moulin à vent, la preuve même qui, selon nous, garantirait la condamnation des criminels. « Ça fait combien de temps que vous les avez vus pour la dernière fois ?» demanda Holmes à Lestrade, bien que son attention fût visiblement concentrée sur l'examen de la pièce à la recherche d'indices sur la manière dont ils étaient d'apartie. « Peut-être 10 minutes, pas plus. J'étais tellement concentré sur le rapport de la situation que je n'ai pas... » La voix de l'inspecteur s'éteignit tandis que les implications de ce qui s'était passé lui apparaissaient clairement. Holmes s'était dirigé vers la fenêtre donnant sur l'arrière de notre immeuble, celle qui donnait sur l'étroite ruelle qui longeait Baker Street. « Ici », annonça-t-il en désignant des rayures sur le cadre de la fenêtre, suggérant une entrée forcée. Ils sont entrés par derrière pendant que nous étions distraits par le brouhaha devant. Réaliser que nous avions été si complètement déjoués était à la fois humiliant et terrifiant. Madame Fairfax, en qui nous avions une confiance absolue, avait apparemment collaboré avec les criminels dès le début, utilisant notre enquête pour identifier les menaces pesant sur leurs opérations tout en se positionnant pour frapper au moment le plus opportun. « Timothy, dis-je, le bien-être du garçon étant ma principale préoccupation malgré les implications plus vastes de ce qui s'était passé. Cela sert presque certainement de garantie contre toute nouvelle intervention de notre part, » répondit Holmes d'un ton sombre. « Madame Fairfax, ou quel que soit son vrai nom, a joué son rôle avec une maîtrise remarquable, et nous avons été les acteurs involontaires d'un drame qu'elle avait orchestré. » Lestrade s'apprêta à organiser ses hommes restants pour ce qui s'annonçait sans doute difficile, mais Holmes le retint. « Attendez, inspecteur, nous devons bien réfléchir avant d'agir à nouveau. Nos adversaires ont démontré leur capacité à anticiper nos mouvements, et toute action précipitée pourrait nuire à Timothy. Alors, que proposez-vous, monsieur Holmes ? Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper avec le garçon. » Holmes avait entamé cette marche frénétique qui accompagnait invariablement ces moments de concentration les plus intenses, son esprit s'efforçant visiblement d'assimiler les nouvelles informations et d'élaborer un plan qui pourrait encore sauver la situation. Nous devons réfléchir à ce qu'ils attendent de nous maintenant. Ils ont Timothy, ils ont les preuves, et ils ont démontré leur capacité à déjouer la police. Pourtant, ils n'ont pas encore complètement quitté Londres, ce qui suggère que leur mission ici n'est pas encore terminée. « De quoi pourrait-il encore avoir besoin ?» demandai-je. « Silence, Watson.
Silence permanent de la part des seuls individus qui en savent assez sur leurs opérations pour les menacer à l'avenir. Ses yeux gris croisèrent les miens avec une expression qui traduisait toute la gravité de la situation. Je crois que nous sommes sur le point de recevoir une invitation à une dernière réunion, où toutes les questions en suspens seront résolues à leur entière satisfaction. Comme interpellé par ces paroles, un bruit de pas dans l'escalier annonça l'arrivée d'un visiteur. Mais plutôt que le messager auquel on aurait pu s'attendre, la personne qui entra dans nos appartements était quelqu'un dont la présence répandit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps de novembre. Timothy Ashford se tenait sur le seuil de notre porte, son jeune visage arborant une expression de calcul adulte profondément troublante à observer. Mais c'étaient ses yeux qui attiraient véritablement l'attention, non plus les yeux confus et effrayés d'un enfant exploité, mais le regard froid et scrutateur de quelqu'un de bien plus âgé et infiniment plus dangereux que ses 12 ans ne l'auraient permis. « Bonjour, monsieur Holmes », dit-il d'une voix qui ne trahissait en rien l'incertitude enfantine que nous avions entendue lors de nos précédentes rencontres. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation sur l'avenir, le vôtre et le mien. » Chapitre 7. Le dernier chef-d'œuvre de l'artiste. Le silence qui suivit l'entrée extraordinaire de Timothy fut profond, rompu seulement par les bruits lointains de la circulation londonienne et la respiration haletante de l'inspecteur Lestrade, qui avait instinctivement saisi son revolver de service. Holmes, cependant, resta parfaitement immobile, ses yeux gris fixés sur le garçon avec une intensité qui suggérait qu'il réévaluait tout ce que nous pensions avoir appris sur cette affaire des plus singulières. « Timothy », dit finalement Holmes, sa voix ne trahissant aucunement la surprise qu'il devait ressentir. Ou devrais-je dire, la personne qui a joué Timothy Ashford avec une habileté si remarquable. Le garçon, car malgré son attitude transformée, il restait physiquement un enfant de 12 ans. Sourit avec une expression glaçante dans sa sophistication adulte. « Oh, je suis Timothy Ashford, monsieur Holmes. Cela au moins, c'est sincère depuis le début. Ce qui a été soigneusement construit, c'est le rôle que j'ai joué pour vous. » Il s'avança dans la pièce avec une assurance qui contrastait radicalement avec l'enfant effrayé et désorienté que nous avions rencontré à l'école Saint-Barthélemy. Chaque geste, chaque inflexion de sa voix trahissait un calcul minutieux et des années de tromperie qui semblaient impossibles compte tenu de son âge apparent. « Voyez-vous, messieurs, » poursuivit Timothy en s'installant dans le fauteuil que Madame Fairfax avait récemment libéré. « L'histoire que vous avez révélée est tout à fait vraie dans ses grandes lignes. Edgar Fairfax a bel et bien été assassiné. Cornelius Blackwood dirige un vaste réseau de trafic d'œuvres d'art volées. Et Sir Reginald Ashworth est un collectionneur dont les appétits dépassent largement les limites de la légalité. Ce que vous n'avez pas saisi, en revanche, c'est la véritable nature de mon lien avec ces événements. » Holmes avait entamé ce mouvement circulaire prudent que j'ai reconnu comme sa préparation au combat intellectuel. « Vous n'étiez pas leur victime, mais leur architecte. » Exactement, même si le terme « architecte » sous-estime peut-être ma contribution. Je préfère me considérer comme l'artiste de cette composition entière, un chef-d'œuvre de tromperie dont la perfection a pris près de 3 ans. Les implications de cette révélation étaient stupéfiantes. Si Timothy était bien le cerveau criminel du réseau que nous avions découvert, alors tout ce que nous croyions sur cette affaire n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée, conçue pour nous conduire précisément à cet instant. Les dessins, dis-je, les pièces du puzzle s'emboîtant soudain avec une clarté horrible. Vous les avez créées délibérément pour établir la fiction de vos pouvoirs prophétiques. Le rire de Timothy était sincère, bien que dénué de toute innocence enfantine. « Docteur Watson, vous me blessez. Ces dessins étaient vraiment prophétiques. J'ai dessiné la mort d'Edgar Fairfax parce que je l'avais déjà planifié avec minutie. Mon talent artistique m'a simplement permis de partager ma vision avec d'autres sans jamais être soupçonné de l'avoir mise en œuvre. » Holmes marque une pause, son esprit analytique cherchant visiblement à reconstituer l'affaire sous cet angle nouveau. « Votre tuteur, Blackwood, croit exploiter vos prétendues capacités pour son entreprise criminelle. »
pauvre Cornelius. Il croit sincèrement avoir découvert mes talents et les cultive avec soin pour ses propres intérêts. En réalité, je l'ai contacté précisément parce que ses liens avec le milieu criminel offriraient le cadre idéal à mes ambitions. Un garçon de 12 ans, aussi brillant soit-il, a besoin d'agents adultes pour accomplir quoi que ce soit d'important dans le monde criminel. Et Sir Reginald? Ah, Sir Reginald, un homme dont la vanité et la cupidité ont fait de lui l'instrument parfait pour mes desseins. Il se prend pour un collectionneur sophistiqué qui utilise les autres pour acquérir des trésors destinés à son propre plaisir. En fait, il a été soigneusement guidé vers des pièces spécifiques qui correspondent à mon projet plus vaste. Lestrade, qui écoutait cette confession extraordinaire avec une incrédulité croissante, retrouva enfin la parole. « C'est de la folie. Vous nous demandez de croire qu'un enfant a manipulé des adultes dans le cadre d'une machination criminelle élaborée. C'est impossible. » Timothy tourna son regard troublant vers l'inspecteur avec une expression légèrement amusée. « Inspecteur Lestrade, votre incapacité à concevoir des renseignements criminels sous une forme juvénile est précisément ce qui a fait le succès de mes opérations. Les adultes sous-estiment systématiquement les enfants, pensant que l'âge et l'expérience sont indispensables à une planification sophistiquée. En réalité, un jeune esprit, libéré des conventions, peut souvent concevoir des solutions qui ne viendraient jamais à l'esprit d'individus plus mûrs. Holmes s'était déplacé devant la cheminée, son profil se découpant à nouveau sur les flammes, tandis qu'il réfléchissait aux implications de ce que nous entendions. « Edgar Fairfax a découvert votre rôle dans le réseau. »« Finalement, oui. » Edgar était plus perspicace que je ne l'avais initialement cru, et son enquête sur les irrégularités financières de l'école l'a conduit à examiner mon passé plus attentivement qu'il ne le semblait. Il a commencé à soupçonner que ma prémonition artistique n'était pas le phénomène surnaturel qu'elle semblait être. Alors tu as organisé sa mort. J'ai organisé une rencontre où il pourrait confronter ceux qu'il soupçonnait de m'exploiter. Son désir de protéger ce qu'il croyait être un enfant innocent le rendait vulnérable à la manipulation. Le meurtre a été commis par l'un des associés de Cornelius, un homme brutal qui croyait agir sur ordre direct de son employeur. Le calcul froid avec lequel Timothy décrivait le meurtre d'un homme qui avait sincèrement cherché à l'aider était peut-être l'aspect le plus glaçant de toute sa confession. Il s'agissait d'un esprit capable de concevoir et d'exécuter un meurtre avec la même attention aux détails que d'autres pourraient apporter à la résolution d'une équation mathématique. « Et Madame Fairfax » demandai-je, même si je soupçonnais déjà connaître la réponse. « C'est une actrice très talentueuse que j'ai recrutée spécialement pour ce rôle. Elle a rapporté chacune de nos conversations, ce qui m'a permis d'anticiper votre enquête et de m'assurer que vous découvriez exactement ce que je souhaitais. » Holmes quitta sa contemplation du feu pour fixer Timothy de ce regard pénétrant qui avait intimidé les criminels de tout Londres. « Que nous voulez-vous maintenant ? » « Vous avez révélé votre véritable nature, compromis toute votre opération et pris un risque considérable. Cet aveu ne sert à rien si vous n'avez pas un objectif précis en tête. » Le sourire de Timothy s'élargit, et pendant un instant, l'intelligence adulte derrière ses traits d'enfant fut remplacée par quelque chose qui suggérait un véritable plaisir d'avoir enfin trouvé un public digne de ses réalisations intellectuelles. « Monsieur Holmes, vous m'avez offert le plus beau cadeau qu'un artiste puisse recevoir, un public capable d'apprécier pleinement l'élégance et la complexité de mon travail. Pendant 3 ans, j'ai été contraint de dissimuler mes véritables talents, de jouer le rôle d'un enfant désemparé, tandis que les adultes s'évertuaient à mettre en œuvre mes créations sans jamais en comprendre le véritable auteur. Tu voulais de la reconnaissance. Je souhaitais la reconnaissance du seul homme à Londres, dont les capacités intellectuelles lui permettraient de comprendre pleinement ce que j'ai accompli. Voyez-vous, monsieur Holmes, j'ai étudié vos méthodes en profondeur, et j'ai conçu cette affaire comme un défi spécialement conçu pour confronter vos capacités de déduction à mes talents de menteur et de stratagème. La mégalomanie inhérente à cette déclaration était stupéfiante,
Mais je ne pouvais nier que la complexité et l'ampleur de la supercherie que nous avions découverte témoignaient d'un génie criminel des plus inhabituels. Timothy avait bel et bien créé un chef-d'œuvre de manipulation qui avait trompé non seulement Holmes et moi, mais aussi Scotland Yard et un réseau de criminels expérimentés. « Et maintenant ?» demanda Holmes. « Maintenant que vous avez obtenu votre reconnaissance, que comptez-vous faire ensuite ?» L'expression de Timothy devint pensive, comme s'il envisageait des possibilités que même son esprit remarquable n'avait pas pleinement explorées. « Cela dépend, monsieur Holmes, de votre volonté de reconnaître la supériorité de mes méthodes sur les vôtres. Vous avez passé des années à résoudre des crimes créés par des esprits inférieurs. Je vous offre l'opportunité de collaborer avec une intelligence comparable à la vôtre. Vous proposez un partenariat ? Je vous propose de reconnaître l'évolution inévitable du monde criminel. La violence brute et la cupidité qui ont caractérisé le monde souterrain londonien cèdent la place à des approches plus sophistiquées. Sous ma direction, le crime pourrait devenir un art digne des plus grands esprits. » Holmes examina cette proposition extraordinaire avec la même attention qu'il portait à tout défi intellectuel, même si je percevais dans son expression la répulsion morale qu'une telle collaboration engendrerait. « Et si je déclinais votre offre généreuse ?» Les traits enfantins de Timothy se durcirent sous l'effet d'une détermination adulte profondément troublante. « Alors, je crains que notre jeu ne doive prendre fin de manière à me permettre de poursuivre librement mes projets artistiques. Vous et le docteur Watson avez trop appris pour être autorisés à partager vos connaissances avec d'autres. » La menace était proférée avec une telle désinvolture qu'il fallut un instant pour en saisir toute la portée. Ce garçon de 12 ans évoquait calmement notre meurtre comme s'il s'agissait d'un simple élément de son récit complexe. « Tu nous tuerais toi-même » demandai-je, une curiosité malsaine prenant le dessus sur ma prudence naturelle. « Personnellement ? Oh non, docteur Watson. Ce serait terriblement grossier et compromettrait l'image prudente que j'ai développée. Non, j'ai des associés qui s'occupent de ce genre de choses, les mêmes qui ont éliminé Edgar Fairfax lorsqu'il est devenu gênant. » C'est à ce moment précis que Holmes passa à l'action. Avec cette rapidité fulgurante qui lui avait si bien servi dans d'innombrables situations dangereuses, il se précipita sur Timothy avec la ferme intention de le maîtriser avant qu'il ne puisse appeler l'aide qu'il avait préparée. Mais le garçon avait anticipé cette éventualité et s'avançait déjà vers la porte avec une agilité que sa frêle silhouette rendait trompeusement efficace. « Inspecteur Lestrade !» cria Holmes d'une voix sèche, mais la réaction du policier fut trop lente pour empêcher Timothy de s'échapper. Le garçon atteignit la porte et disparut dans le couloir, ses pas résonnant dans l'escalier tandis qu'il se dirigeait vers la rue. Holmes et moi l'avons immédiatement poursuivi, mais lorsque nous avons atteint Baker Street, Timothy s'était évanoui dans la foule londonienne avec la plénitude que seul un enfant peut atteindre dans l'anonymat bouillonnant de la ville. Lestrade nous a rejoints quelques instants plus tard, son visage reflétant à la fois frustration et détermination professionnelle. « Nous le retrouverons, monsieur Holmes, » déclara l'inspecteur. « Un garçon de 12 ans ne peut pas se cacher indéfiniment, aussi intelligent qu'il se croit. » Holmes, cependant, observait la rue avec cette expression étrange qui indiquait que son esprit travaillait déjà sur des possibilités que nous n'avions pas encore envisagées. « Je crains, Lestrade, que Timothy Ashford ne vienne de démontrer pourquoi il est resté si longtemps inaperçu. Il possède non seulement une intelligence exceptionnelle, mais aussi les avantages naturels que confère le fait de n'être qu'un enfant innocent. Mais sûrement maintenant que nous connaissons sa vraie nature, maintenant que nous connaissons sa véritable nature, il va sans aucun doute adopter une nouvelle identité et commencer à se constituer un nouveau réseau de complicité criminelle. Nous avons remporté cet engagement, mais je soupçonne que la guerre est loin d'être terminée. » Alors que nous étions debout dans la grisaille matinale londonienne, observant la foule défiler devant nous avec son urgence habituelle, je me suis surpris à réfléchir à l'affaire extraordinaire qui venait de se conclure. Nous avions commencé par ce qui semblait être un simple meurtre et découvert une conspiration criminelle d'une sophistication sans précédent. Plus troublante encore, nous avions rencontré un esprit capable de concevoir et d'exécuter des entreprises criminelles complexes tout en habitant le corps d'un enfant. « Holmes, dis-je finalement, que penses-tu qu'il va devenir »
Mon ami resta silencieux un long moment, ses yeux gris reflétant le poids de ce que nous venions d'éprouver. Je pense, Watson, que nous venons de découvrir l'avenir du crime. Timothy Ashford représente une nouvelle race de criminels, alliant une intelligence exceptionnelle à une flexibilité morale totale et aux atouts naturels d'une apparence qui inspire confiance plutôt que suspicion. Et le réseau? Blackwood, Sir Reginald, les autres? Ils seront sans doute arrêtés en temps voulu, même si je soupçonne qu'ils ne seront que les outils jetables d'un esprit bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Timothy a créé un chef-d'œuvre de tromperie, mais comme tous les grands artistes, il ne se contentera pas d'une seule œuvre. Je crains que nous ne retrouvions son talent. De retour à nos bureaux pour entamer le long travail de documentation de cette affaire des plus insolites, je ne pouvais m'empêcher de penser que notre rencontre avec Timothy Ashford marquait le début d'un nouveau chapitre dans la longue lutte entre l'ordre et le chaos qui avait défini notre partenariat. Nous avions résolu le mystère du meurtre d'Edgar Fairfax et démasqué le réseau criminel responsable. Mais nous avions aussi découvert que le mal pouvait revêtir les visages les plus innocents et que le génie en lui-même n'était pas garant de valeur morale. Le garçon qui avait commis le meurtre s'était avéré être le meurtrier lui-même, et quelque part dans l'immensité complexe de Londres, il était sans aucun doute déjà à l'œuvre dans son prochain chef-d'œuvre de tromperie. Holmes et moi étions sortis vainqueurs de cette bataille, mais la guerre contre une criminalité aussi sophistiquée exigerait toutes nos compétences combinées, et même plus. Alors que je m'installais dans mon fauteuil familier et commençais à organiser mes notes pour le récit que vous venez de lire, je réfléchissais à la profonde vérité que Holmes m'avait un jour confiée. Le jeu est lancé, Watson, et il ne s'arrête jamais vraiment. En Timothy Ashford, nous avions rencontré un joueur dont les capacités étaient à la hauteur des nôtres, et je savais avec certitude que nos chemins se croiseraient à nouveau. Le brouillard commençait à se lever sur Baker Street, mais les ombres projetées par notre rencontre avec le garçon qui avait commis le meurtre allaient persister pendant des années. La fine,